Donc merci à tous d'être venus accompagner la sortie de ce livre, Une liaison philosophique. Pour commencer cette brève présentation, il me vient une phrase de Descartes qu'il adresse non pas à la princesse Élisabeth, mais à Huygens en 1642. Il dit « Je suis du nombre de ceux qui aiment le plus la vie ». Car cette phrase résonne dans toute la correspondance avec la princesse Élisabeth de Bohême. Dans leurs échanges épistolaires, il n'y est pas question de dualisme, corps d'un côté, de l'âme de l'autre, mais au contraire de cette notion particulière et éminemment actuelle d'union de l'âme et du corps. Il parle du quotidien, de notre manière d'habiter notre corps et de la manière dont les sensations de notre corps nous envahissent. Il y est question de la vie avec passion. Identifier, examiner, apprécier. Les passions de l'âme feront même l'objet d'un traité que Descartes élabore en grande partie, grâce aux questions importantes qu'Élisabeth lui pose, avide de trouver de l'apaisement grâce à sa philosophie nouvelle. Le traité des passions de l'âme est d'ailleurs le dernier ouvrage publié par Descartes de son vivant. La princesse Élisabeth a besoin de savoir pourquoi elle bute contre les limites d'un projet qu'elle a pourtant mûrement construit, celui de désinvestir son existence pour s'envoler vers les nobles sphères de la philosophie, de la métaphysique. Autrement dit, désinvestir le corps et l'ici-bas pour se tourner vers le spirituel. C'est son premier projet au début. Comment son corps parvient-il à la ramener à cette existence terrestre? Comment ose-t-il la faire souffrir sans lui laisser la possibilité de s'en extraire par le détachement de la distance philosophique? Descartes lui dédicace ses principes de la philosophie. Il écrit à la sérénissime princesse Élisabeth, première fille de Frédéric, roi de Bohême, comte palatin et prince électeur de l'Empire. Il écrit ça aux lecteurs contemporains, à la postérité, mais aussi et surtout à une femme blessée. Il sait qu'elle est la fille aînée d'un homme déchu, surnommé le roi d'un hiver. Il n'aura régné que quelques mois avant les 2 ans d'Élisabeth. Un homme banni, dépossédé de ses biens, est mort de désespoir à l'âge de 36 ans. 14 ans après le début de la guerre de 30 ans qu'il a contribué à déclencher. Descartes aide Élisabeth de Bohême à se construire avec cet héritage. Si Descartes en a les moyens, c'est parce que de son côté, le philosophe avait jusqu'à ses 20 ans une santé fragile. Hérité de sa mère, Jeanne Brochard, morte ensuite de couches peu de temps, croyait-il, après sa naissance. En fait, c'est après la naissance d'un autre enfant, quand il était tout petit. Et donc cette santé fragile le condamnait, selon l'avis unanime des médecins de l'époque, à mourir jeune. Il est parvenu à aborder cette fragilité comme une prescription d'être attentif à sa santé, à lui-même. Puis, il est parvenu à surmonter cet héritage maternel en trouvant un autre lien à cette femme, notamment en approfondissant et en investissant les relations entre un fœtus et la mère qui le porte. C'est grâce à Élisabeth qu'il revient sur l'immense travail qu'il a accompli sur lui-même, parvenir à renverser cet état de choses et conquérir de haute lutte une excellente santé. Il cherche à lui en transmettre l'élan et la démarche thérapeutique.
C'est pourquoi toute personne qui s'intéresse aux liens thérapeutiques, à ce qui en constitue la force et les leviers, peut se passionner pour ce texte qui, encore en 2012, j'en l'atteste, demeure d'actualité. Descartes savait comment soigner de profondes blessures narcissiques, comment cheminer à côté d'un être en souffrance, en parvenant à lui restituer, en négatif, la force et la valeur positive qu'il ne parvient pas à saisir de lui-même. Et Élisabeth savait dialoguer et rencontrer l'autre pour lui révéler ce qu'il ne serait pas parvenu à penser avec une telle précision seule. C'était une philosophe. Les psychologues, les psychanalystes, les psychiatres et tous ceux qui s'intéressent aux événements traumatiques et à l'attitude thérapeutique que l'on peut avoir face à certains témoignages seront impressionnés par l'acuité de leurs recherches menées entre les années 1643 et 1649. Quand on étudie la philosophie, on est souvent en quête de quelque chose. On ne sait pas toujours quoi. Pendant des années, on tourne autour des philosophes. On cherche à comprendre leurs questions. Françoise Lavoine, ici présente, dans sa folie Wittgenstein, m'avait mise sur une piste d'approche de certains propos cartésiens. Puis j'ai découvert ce texte grâce à un ami, Raphaël Künzler, qui n'a pas pu le lire. Il est dans le sud de la France, à qui je parlais de Leibniz, qui me répondit sur de lui « Tu devrais plutôt lire la correspondance entre Descartes et la princesse Élisabeth de Bohême. » Puis je rencontrai, par un merveilleux concours de circonstances, Anne Dufourmentel, qui, ayant lu la version universitaire de ce travail, un mémoire de philosophie de 100 pages, me demanda non pas d'intervenir à son séminaire de psychanalyse et philosophie, je lui avais soumis ce texte dans cet objectif, mais d'en faire un livre. Je me replongeai alors dans une recherche plus approfondie concernant les enjeux transférentiels, l'impact de la guerre de 30 ans, bien d'autres choses. Cela m'a permis de comprendre ce que je cherchais en tournant autour de Descartes, de revenir aux autres textes, à ces autres textes, en trouvant le biais dont j'avais besoin pour enfin approcher son œuvre immense. Et ce fut aussi grâce à cette femme, Élisabeth de Bohême, qui, malgré elle, avait au sein de sa famille, ils étaient 13 enfants, la place de témoin, changeant son corps en mémoire vive d'une faillite paternelle et d'une guerre qui faisait alors encore rage. Une femme honnête, féminine et sans doute féministe avant l'heure, à laquelle j'espère mon texte rend hommage. Maintenant, place à Daniel Mesguich et à Clio Baron, que je ne saurais trop remercier d'avoir accepté de lire certains extraits de cette grande correspondance.
Là, vous avez le siège. Non, c'est quoi ça? On y va. 3 secondes. La Haye, 16 mai 1643. Monsieur Descartes. J'ai appris avec beaucoup de joie et de regret l'intention que vous avez eue de me voir. Touché également de votre charité de vous vouloir communiquer à une personne ignorante et indocile, et du malheur qui m'a dérobé une conversation si profitable. La honte de vous montrer un style si déréglé m'a empêché jusqu'ici de vous demander cette faveur par lettre. Mais aujourd'hui, M. Palotti m'a donné tant d'assurance de votre bonté pour chacun, et particulièrement pour moi, que j'ai chassé toute autre considération de l'esprit hors celle de m'en prévaloir, en vous priant de me dire comment l'âme de l'homme peut déterminer les esprits de corps pour faire des actions volontaires, n'étant qu'une substance pensante. Je vous demande une définition de l'âme plus particulière qu'en votre métaphysique, c'est-à-dire de sa substance séparée de son action, de la pensée. Car encore que nous les supposions inséparables, qui toutefois est difficile à prouver dans le ventre de la mère et les grands évanouissements, comme les attributs de Dieu, nous pouvons, en les considérant à part, en acquérir une idée plus parfaite. Vous connaissant le meilleur médecin pour mon âme, je vous découvre si librement les faiblesses de ces spéculations et espère qu'observant le serment d'Hippocrate, vous y apporterez des remèdes sans les publier. Ce que je vous prie de faire comme de souffrir ces importunités de votre affectionnée amie à vous servir, Élisabeth. Egmont du Heuf, 21 mai 1643. Madame, la faveur dont votre Altesse m'a honoré en me faisant recevoir ces commandements par écrit est plus grande que je n'eusse jamais osé espérer. Et elle soulage mieux mes défauts que celle que j'avais souhaité avec passion, qui était de les recevoir de bouche, si j'eusse pu être admis à l'honneur de vous faire la révérence et de vous offrir mes très humbles services lorsque j'étais dernièrement à La Haye, car j'aurais eu trop de merveilles à admirer en même temps. Et voyons sortir des discours plus qu'humains d'un corps si semblable à ceux que les peintres donnent aux anges, j'eusse été ravi de même façon que me semble le devoir être ceux qui, venant de la terre, entrent nouvellement dans le ciel. Ce qui m'eût rendu moins capable de répondre à votre Altesse, qui sans doute a déjà remarqué en moi ce défaut, lorsque j'ai eu ci-devant l'honneur de lui parler, et votre clémence l'a voulu soulager en me laissant les traces de vos pensées sur un papier, où les relisant plusieurs fois, et m'accoutumant à les considérer, j'en suis véritablement moins ébloui, mais je n'en ai que d'autant plus d'admiration, remarquant qu'elles ne paraissent pas seulement ingénieuses à l'abord, mais d'autant plus judicieuses et solides que plus on les examine. Et je puis dire avec vérité que la question que votre Altesse propose me semble être celle qu'on me peut demander avec le plus de raison, ensuite des écrits que j'ai publiés, car, y ayant deux choses en l'âme humaine, desquelles dépend toute la connaissance que nous pouvons avoir de sa nature, l'une desquelles est qu'elle pense, l'autre qu'étant unie au corps, elle peut agir et pâtir avec lui, je n'ai quasi rien dit de cette dernière et me suis seulement étudié à faire bien entendre la première, à cause que mon principal dessein était de prouver la distinction qui est entre l'âme et le corps, à quoi celle-ci seulement a pu servir, et l'autre y aurait été nuisible. Mais pour ce que votre Altesse voit si clair, qu'on ne lui peut dissimuler aucune chose, je tâcherai ici d'expliquer la façon dont je conçois l'union de l'âme avec le corps et comment elle a la force de le mouvoir. Premièrement, je considère qu'il y a en nous certaines notions primitives qui sont comme des originaux, sur le patron desquels nous formons toutes nos autres connaissances. Et il n'y a que fort peu de telles notions. Car après les plus générales, de l'être, du nombre, de la durée, etc., qui conviennent à tout ce que nous pouvons concevoir,
nous n'avons, pour le corps en particulier, que la notion de l'extension, de laquelle suivent celles de la figure et du mouvement. Et pour l'âme seule, nous n'avons que celle de la pensée, en laquelle sont comprises les perceptions de l'entendement et les inclinations de la volonté. Enfin, pour l'âme et le corps ensemble, nous n'avons que celle de leur union, de laquelle dépend celle de la force qu'a l'âme de mouvoir le corps, et le corps d'agir sur l'âme en causant ses sentiments et ses passions. Je considère aussi que toute la science des hommes ne consiste qu'à bien distinguer ces notions et à n'attribuer chacune d'elles qu'aux choses auxquelles elles appartiennent. Car lorsque nous voulons expliquer quelque difficulté par le moyen d'une notion qui ne lui appartient pas, nous ne pouvons manquer de nous méprendre. Je témoignerais ne pas assez connaître l'incomparable esprit de votre Altesse si j'employais davantage de paroles à m'expliquer. Et je serais trop présomptueux si j'osais penser que ma réponse la doive entièrement satisfaire. Mais je tâcherai d'éviter l'un et l'autre en n'ajoutant rien ici de plus, sinon que, si je suis capable d'écrire ou de dire quelque chose qui lui puisse agréer, je tiendrai toujours à très grande faveur de prendre la plume, ou d'aller à La Haye pour ce sujet, et qu'il n'y a rien au monde qui me soit si cher que de pouvoir obéir à ses commandements. La Haye, 20 juin 1643. Monsieur Descartes, votre bonté ne paraît pas seulement en me montrant et corrigeant les défauts de mon raisonnement, comme je l'avais entendu, mais aussi que pour me rendre leur connaissance moins fâcheuse, vous tâchez de m'en consoler. Cela me fait confesser, sans honte, d'avoir trouvé en moi toutes les causes d'erreur que vous remarquez en votre lettre, et de ne les pouvoir encore bannir entièrement, puisque la vie que je suis contrainte de mener ne me laisse la disposition d'assez de temps pour acquérir une habitude de méditation selon vos règles. Tantôt les intérêts de ma maison, que je ne dois négliger, tantôt des entretiens et complaisances que je ne peux éviter, m'abattent si fort ce faible esprit de fâcherie ou d'ennui, qu'il se rend pour longtemps après inutile à toute autre chose, qui servira, comme j'espère, d'excuse à ma stupidité, de ne pouvoir comprendre l'idée par laquelle nous devons juger comment l'âme, non étendue et immatérielle, peut mouvoir le corps par celle que vous avez eue autrefois de la pesanteur. Et j'avoue qu'il me serait plus facile de concéder la matière et l'extension à l'âme que la capacité de mouvoir un corps et d'en être ému, un être immatériel. Car si le premier se faisait par information, il faudrait que les esprits qui font le mouvement fussent intelligents, ce que vous n'accordez à rien de corporel. Et encore, quand vos méditations métaphysiques vous montrez la possibilité du second, il est pourtant très difficile à comprendre qu'une âme, comme vous l'avez décrite, après avoir eu la faculté et l'habitude de bien raisonner, peut perdre tout cela par quelque vapeur et que, pouvant subsister sans le corps et n'ayant rien de commun avec lui, elle en soit tellement régie. Votre très affectionnée amie, Élisabeth. Egmont Dueuf, 28 juin 1643. Madame, j'ai très grande obligation à votre Altesse de ce que, après avoir éprouvé que je me suis mal expliqué en mes précédentes, touchant la question qu'il lui a plu de m'y proposer, elle daigne encore avoir la patience de m'entendre sur le même sujet et me donner occasion de remarquer les choses que j'avais omises, dont les principales me semblent être qu'après avoir distingué 3 genres d'idées ou de notions primitives qui se connaissent chacune d'une façon particulière et non par la comparaison de l'une à l'autre, à savoir la notion que nous avons de l'âme, celle du corps et celle de l'union qui y est entre l'âme et le corps, je devais expliquer la différence qui y est entre ces 3 sortes de notions et entre les opérations de l'âme par lesquelles nous les avons et dire les moyens de nous rendre chacune d'elles familière et facile. Premièrement, donc, je remarque une grande différence entre ces 3 sortes de notions, en ce que l'âme ne se conçoit que par l'entendement pur. Le corps, c'est-à-dire l'extension, les figures et les mouvements, se peuvent aussi connaître par l'entendement seul, mais beaucoup mieux par l'entendement aidé de l'imagination. Et enfin, les choses qui appartiennent à l'union de l'âme et du corps ne se connaissent qu'obscurément par l'entendement seul, ni même par l'entendement aidé de l'imagination, mais elles se connaissent très clairement par les sens. D'où vient que ceux qui ne philosophent jamais
et qui ne se servent que de leur sens, ne doutent point que l'âme ne meuve le corps, et que le corps n'agisse sur l'âme. Mais ils considèrent l'un et l'autre comme une seule chose, c'est-à-dire ils conçoivent leur union. Car concevoir l'union qui est entre deux choses, c'est les concevoir comme une seule. J'ai quasi peur que Votre Altesse ne pense que je ne parle pas ici sérieusement. Mais cela serait contraire au respect que je lui dois et que je ne manquerai jamais de lui rendre. Et je puis dire avec vérité que la principale règle que j'ai toujours observée en mes études, et celle que je crois m'avoir le plus servi pour acquérir quelques connaissances, a été que je n'ai jamais employé que fort peu d'heures par jour aux pensées qui occupent l'imagination et fort peu d'heures par an à celles qui occupent l'entendement seul, et que j'ai donné tout le reste de mon temps au relâche des sens et au repos de l'esprit. Même je compte, entre les exercices de l'imagination, toutes les conversations sérieuses et tout ce à quoi il faut avoir de l'attention. C'est ce qui m'a fait retirer au champ. Car encore que, dans la ville la plus occupée du monde, je pourrais avoir autant d'heures à moi que j'en emploie maintenant à l'étude, je ne pourrais pas toutefois les y employer si utilement lorsque mon esprit serait lassé par l'attention que requiert le tracas de la vie. Ce que je prends la liberté d'écrire ici à Votre Altesse, pour lui témoigner que j'admire véritablement que parmi les affaires et les soins qui ne manquent jamais aux personnes qui sont ensemble de grand esprit et de grande naissance, elle ait pu vaquer aux méditations qui sont requises pour bien connaître la distinction qui est entre l'âme et le corps. Mais j'ai jugé que c'était ces méditations, plutôt que les pensées qui requièrent moins d'attention, qui lui ont fait trouver de l'obscurité en la notion que nous avons de leur union. Enfin, comme je crois qu'il est très nécessaire d'avoir bien compris une fois en sa vie les principes de la métaphysique, à cause que ce sont eux qui nous donnent la connaissance de Dieu et de notre âme, je crois aussi qu'il serait très nuisible d'occuper souvent son entendement à les méditer, à cause qu'il ne pourrait si bien vaquer aux fonctions de l'imagination et des sens, mais que le meilleur est de se contenter de retenir en sa mémoire et en sa créance les conclusions qu'on en a une fois tirées, puis employer le reste du temps qu'on a pour l'étude, aux pensées où l'entendement agit avec l'imagination et les sens. Je suis, Madame, de Votre Altesse, le très humble et très obéissant serviteur. Descartes. La Haye, 1er juillet 1643. Monsieur Descartes, je trouve aussi que les sens me montrent que l'âme meut le corps, mais ne m'enseignent point, non plus que l'entendement et l'imagination, la façon dont elle le fait. Et pour cela, je pense qu'il y a des propriétés de l'âme qui nous sont inconnues, qui pourront peut-être renverser ce que vos méditations métaphysiques m'ont persuadé, par de si bonnes raisons, de l'inextension de l'âme. Et ce doute semble être fondé sur la règle que vous y donnez, en parlant du vrai et du faux, et que toute l'erreur nous vient de former des jugements de ce que nous ne percevons assez. Mais cela ne m'ôte point le premier doute, et je désespérerais de trouver de la certitude en choses du monde, si vous ne m'en donnez, qui m'avait seul empêché d'être sceptique, à quoi mon premier raisonnement me portait. Encore que je vous doive cette confession, pour vous en rendre grâce, je la croirais fort imprudente, si je ne connaissais votre bonté et générosité, égale au reste de vos mérites, autant par l'expérience que j'en ai déjà eue, que par réputation. Votre très affectionnée amie à vous servir, Élisabeth. Descartes à Élisabeth, Paris, juillet 1644. Madame, mon voyage ne pouvait être accompagné d'aucun malheur, puisque j'ai été si heureux en le faisant que d'être en la souvenance de Votre Altesse. Sa lettre m'aurait entièrement rendu heureux si elle ne m'avait appris que la maladie qu'avait Votre Altesse, auparavant que je partisse de La Haye, lui a encore laissé quelques restes d'indisposition en l'estomac. Les remèdes qu'elle a choisis, à savoir la diète et l'exercice, sont, à mon avis, les meilleurs de tous, après toutefois ceux de l'âme, qui a sans doute beaucoup de force sur le corps, ainsi que montrent les grands changements que la colère, la crainte et les autres passions excitent en lui. Mais ce n'est pas directement par sa volonté qu'elle conduit les esprits dans les lieux où ils peuvent être utiles ou nuisibles. C'est seulement en voulant ou pensant à quelque autre chose. Car la construction de notre corps est telle que certains mouvements suivent en lui naturellement de certaines pensées, comme on voit que la rougeur du visage suit de la honte, les larmes de la compassion et les ris de la joie.
et je ne sache point de pensée plus propre pour la conservation de la santé que celle qui consiste en une forte persuasion et ferme créance que l'architecture de nos corps est si bonne que lorsqu'on est une fois sain, on ne peut pas aisément tomber malade, si ce n'est qu'on fasse quelque excès notable, ou bien que l'air ou les autres causes extérieures nous nuisent, et qu'ayant une maladie, on peut aisément se remettre par la seule force de la nature, principalement lorsqu'on est encore jeune. Cette persuasion est sans doute beaucoup plus vraie et plus raisonnable que celle de certaines gens qui, sur le rapport d'un astrologue ou d'un médecin, se font à croire qu'ils doivent mourir en certain temps, et par cela seul deviennent malades, et même en meurent assez souvent, ainsi que j'ai vu arriver à diverses personnes. Mais je ne pourrais manquer d'être extrêmement triste si je pensais que l'indisposition de votre Altesse durera encore. J'aime mieux espérer qu'elle est toute passée. Et toutefois, le désir d'en être certain me fait avoir des passions extrêmes de retourner en Hollande. La Haye, 1er août 1644. Monsieur Descartes, les pédants diront que vous êtes contraint de bâtir une nouvelle morale pour m'en rendre digne. Mais je la prends pour une règle de ma vie, ne me sentant qu'au premier degré, que vous y approuvez, le désir d'informer mon entendement et de suivre le bien qu'il connaît. C'est à cette volonté que je dois l'intelligence de vos œuvres, qui ne sont obscures qu'à ceux qui les examinent par les principes d'Aristote, ou avec fort peu de soin, comme les plus raisonnables de nos docteurs en ce pays, m'ont avoué qu'ils ne les étudiaient point parce qu'ils sont trop vieux pour commencer une nouvelle méthode, ayant usé la force du corps et de l'esprit dans la vieille. Mais je crains que vous rétracterez avec justice l'opinion que vous eûtes de ma compréhension, quand vous saurez que je n'entends pas comment l'argent vif se forme, si plein d'agitation, et si pesant tout ensemble, contraire à la définition que vous avez faite de la pesanteur. Et encore, que le corps E dans la figure de la 225e page, le presse quand il est en dessous. Pourquoi se ressentirait-il de cette contrainte lorsqu'il est au-dessus, plus que ne fait l'air en sortant d'un vaisseau où il a été pressé? Je ne vous représente ici que les raisons de mes doutes dans votre livre, celles de mon admiration étant innumérables, comme aussi celles de mon obligation, entre lesquelles je compte encore la bonté que vous avez eue de m'informer de vos nouvelles et me donner des préceptes pour la conservation de ma santé. Votre très affectionnée amie à vous rendre service, Elisabeth. Le Crévy, août 1644. Madame, je ne crains pas qu'on m'accuse d'avoir rien changé en la morale pour faire entendre mon sentiment sur ce sujet, car ce que j'en écris est si véritable et si clair que je m'assure qu'il n'y aura point d'homme raisonnable qui ne l'avoue. Mais je crains que ce que j'ai mis au reste du livre ne soit plus douteux et plus obscur, puisque votre Altesse y trouve des difficultés. Celle qui regarde la pesanteur de l'argent vif est fort considérable, et juste tâcher de l'éclaircir, sinon que, n'ayant pas encore assez examiné la nature de ce métal, j'ai eu peur de faire quelque chose contraire à ce que je pourrais apprendre ci-après. Tout ce que j'en puis dire maintenant est que je me persuade que les petites parties de l'air, de l'eau et de tous les autres corps terrestres ont plusieurs pores, par où la matière très subtile peut passer, et cela suit assez de la façon dont j'ai dit qu'elles sont formées. Mais je supplie très humblement votre Altesse de me pardonner si je n'écris rien ici que fort confusément. Je n'ai point encore le livre dont elle a daigné marquer les pages, et je suis en voyage continu. Mais j'espère dans 2 ou 3 mois avoir l'honneur de lui faire la révérence à l'année. Je suis, etc. Egmont, 18 mai 1645. Madame, j'ai été extrêmement surpris d'apprendre par les lettres de M. de Polo que votre Altesse a été longtemps malade, et je veux mal à ma solitude pour ce qu'elle est cause que je ne l'ai point su plus tôt. Il est vrai que, bien que je sois tellement retiré du monde, que je n'apprenne rien du tout de ce qui s'y passe, toutefois, le zèle que j'ai pour le service de votre Altesse ne m'eût pas permis d'être si longtemps sans savoir l'état de sa santé, quand j'aurais dû aller à La Haye tout exprès pour m'en enquérir, sinon que M. de Polo, m'ayant écrit fort à la hâte, il y a environ 2 mois, m'avait promis de m'écrire de rechef par le prochain ordinaire, et pour ce qui ne manque jamais de me demander comment se porte votre Altesse, pendant que je n'ai point reçu de ces lettres. J'ai supposé que vous étiez toujours en même état. Mais j'ai appris par ces dernières que votre Altesse a eu 3 ou 4 semaines durant une fièvre lente, accompagnée d'une toux sèche,
et qu'après en avoir été délivré pour 5 ou 6 jours, le mal est retourné, les signes d'un mal si considérable, et néanmoins auquel il me semble que votre Altesse peut si certainement remédier que je ne puis m'abstenir de lui en écrire mon sentiment. La cause la plus ordinaire de la fièvre lente est la tristesse. Et l'opiniâtreté de la fortune à persécuter votre maison vous donne continuellement des sujets de fâcherie, qui sont si publics et si éclatants qu'il n'est pas besoin d'user beaucoup de conjectures, ni être fort dans les affaires, pour juger que c'est en cela que consiste la principale cause de votre indisposition. Et il est à craindre que vous n'en puissiez être du tout délivré, si ce n'est que par la force de votre vertu, vous rendiez votre âme contente, malgré les disgrâces de la fortune. Je sais bien que ce serait être imprudent de vouloir persuader la joie à une personne, à qui la fortune envoie tous les jours de nouveaux sujets de déplaisir. Et je ne suis point de ces philosophes cruels qui veulent que leurs sages soient insensibles. Je sais aussi que votre Altesse n'est point tant touchée de ce qui la regarde en son particulier que de ce qui regarde les intérêts de sa maison et des personnes qu'elle affectionne, ce que j'estime comme une vertu la plus aimable de toutes. Mais il me semble que la différence qui est entre les plus grandes âmes et celles qui sont basses et vulgaires consiste principalement en ce que les âmes vulgaires se laissent aller à leurs passions et ne sont heureuses ou malheureuses que selon que les choses qui leur surviennent sont agréables ou déplaisantes, au lieu que les autres ont des raisonnements si forts et si puissants que bien qu'elles aient aussi des passions, et même souvent des plus violentes que celles du commun, leur raison demeure néanmoins toujours la maîtresse, et fait que les afflictions mêmes leur servent et contribuent à la parfaite félicité dont elles jouissent dès cette vie. Je craindrais que ce style ne fût ridicule si je m'en servais en écrivant à quelqu'un d'autre. Mais pour ce que je considère votre Altesse comme ayant l'âme la plus noble et la plus relevée que je connaisse, je crois qu'elle doit aussi être la plus heureuse, et qu'elle le sera véritablement, pourvu qu'il lui plaise jeter les yeux sur ce qui est au-dessous d'elle, et comparer la valeur des biens qu'elle possède, et qui ne lui sauraient jamais être ôtés, avec ceux dont la fortune l'a dépouillée, et les disgrâces dont elle la persécute en la personne de ses proches, car alors elle verra le grand sujet qu'elle a d'être contente de ses propres biens. Le zèle extrême que j'ai pour elle est cause que je me suis laissé emporter à ce discours. La Haye, 24 mai 1645. Monsieur Descartes, je vous assure que les médecins qui me virent tous les jours et examinèrent tous les symptômes de mon mal n'en ont pas trouvé la cause, ni ordonné de remède si salutaire que vous avez fait de moi. Quand ils auraient été assez savants pour se douter de la part que mon esprit avait au désordre du corps, je n'aurais point eu la franchise de le leur avouer. Mais à vous, monsieur, je le fais sans scrupule, m'assurant qu'un récit si naïf de mes défauts ne m'ôtera point la part que j'ai en votre amitié, mais me la confirmera d'autant plus, puisque vous y verrez qu'elle m'est nécessaire. Sachez donc que j'ai le corps imbu d'une grande partie des faiblesses de mon sexe, qu'il se ressent très facilement des afflictions de l'âme, et n'a point la force de se remettre avec elles. Étant d'un tempérament sujet aux obstructions, et demeurant d'un air qui contribue fort, aux personnes qui ne peuvent point faire beaucoup d'exercice, il ne faut point une longue oppression de cœur par la tristesse, pour obstruer la rate et infecter le reste du corps par ses vapeurs. Je m'imagine que la fièvre lente et la toux sèche qui ne me quittent pas encore, quoique la chaleur de la saison et les promenades que je fais rappellent un peu mes forces, vient de là. C'est ce qui me fait consentir à l'avis des médecins de boire d'ici en un mois les eaux de spa qu'on fait venir jusqu'ici sans qu'elles se gâtent, ayant trouvé par expérience qu'elles chassent les obstructions. Mais je ne les prendrai point, avant que j'en sache votre opinion, puisque vous avez la bonté de me vouloir guérir le corps avec l'âme. Je continuerai aussi de vous confesser qu'encore que je n'ose point ma félicité en choses qui dépendent de la fortune ou de la volonté des hommes, et que je ne m'estimerai absolument malheureuse quand je ne verrai jamais ma maison restituée, ou mes proches hors de misère, je ne saurais considérer les accidents nuisibles qui leur arrivent, sous autre notion que celle du mal, ni les efforts inutiles que je fais pour leur service, sans quelque sorte d'inquiétude qui n'est pas sitôt calmée par le raisonnement qu'un nouveau désastre n'en produit d'autres. Et je pense que si ma vie vous était entièrement connue, vous trouveriez plus étrange qu'un esprit sensible comme le mien
s'est conservé si longtemps, parmi tant de traverses, dans un corps si faible, sans conseil que celui de son propre raisonnement, et sans consolation que celle de sa conscience, que vous ne faites les causes de cette présente maladie. Votre très affectionnée amie à vous servir, Élisabeth. Egmont, mai ou juin 1645. Madame, je n'ai pu lire la lettre que votre Altesse m'a fait l'honneur de m'écrire sans avoir des ressentiments extrêmes, de voir qu'une vertu si rare et si accomplie ne soit pas accompagnée de la santé, ni des prospérités qu'elle mérite. Et je conçois aisément la multitude des déplaisirs qui se présentent continuellement à elle et qui sont d'autant plus difficiles à surmonter que souvent ils sont de telle nature que la vraie raison n'ordonne pas qu'on s'oppose directement à eux et qu'on tâche de les chasser. Et je ne trouve à cela qu'un seul remède, qui est d'en divertir son imagination et ses sens le plus qu'il est possible, et de n'employer que l'entendement seul à les considérer, lorsqu'on y est obligé par la prudence. Une personne qui aurait une infinité de véritables sujets de déplaisir, mais qui s'étudierait avec tant de soin à en détourner son imagination qu'elle ne pensa jamais à eux, que lorsque la nécessité des affaires l'y obligerait, et qu'elle employa tout le reste de son temps à ne considérer que des objets qui lui pussent apporter du contentement et de la joie, outre que cela lui serait grandement utile pour juger plus sainement des choses qui lui importeraient pour ce qu'elle les regarderait sans passion, je ne doute point que cela seul ne fût capable de la remettre en santé, bien que sa rate et ses poumons fussent déjà fort mal disposés par le mauvais tempérament du sang que cause la tristesse. Principalement, si elle se servait aussi des remèdes de la médecine pour résoudre cette partie du sang qui cause des obstructions. À quoi je juge que les eaux de spa sont très propres, surtout si votre Altesse observe en les prenant ce que les médecins ont coutume de recommander, qui est qu'il se faut entièrement délivrer l'esprit de toutes sortes de pensées tristes, et même aussi de toutes sortes de méditations sérieuses touchant les sciences, et ne s'occuper qu'à imiter ceux qui, en regardant la verdeur d'un bois, les couleurs d'une fleur, le vol d'un oiseau, et telles choses qui ne requièrent aucune attention, se persuadent qu'ils ne pensent à rien. Ce qui n'est pas perdre le temps, mais le bien employer. Car on peut cependant se satisfaire par l'espérance que, par ce moyen, on recouvrera une parfaite santé, laquelle est le fondement de tous les autres biens qu'on peut avoir en cette vie. Je sais bien que je n'écris rien ici que votre Altesse ne sache mieux que moi, et que ce n'est pas tant la théorie que la pratique qui est difficile en ceci. Mais la faveur extrême qu'elle me fait de témoigner qu'elle n'a pas de désagréable d'entendre mes sentiments me fait prendre la liberté de les écrire tels qu'ils sont et me donne encore celle d'ajouter ici que j'ai expérimenté en moi-même qu'un mal presque semblable et même plus dangereux s'est guéri par le remède que je viens de dire. Car étant né d'une mère qui mourut peu de jours après ma naissance d'un mal de poumon causé par quelque déplaisir, j'avais hérité d'elle une toux sèche et une couleur pâle, que j'ai gardé jusqu'à l'âge de plus de 20 ans, et qui faisait que tous les médecins qui m'ont vu avant ce temps-là me condamnaient à mourir jeune. Mais je crois que l'inclination que j'ai toujours eue à regarder les choses qui se présentaient du biais qui me les pouvait rendre le plus agréable, et à faire que mon principal contentement ne dépendit que de moi seul, est cause que cette indisposition, qui m'était comme naturelle, s'est peu à peu entièrement passée. La Haye, 22 juin 1645. Monsieur Descartes, vos lettres me servent toujours d'antidote contre la mélancolie. Quand elles ne m'enseigneraient pas, détournant mon esprit des objets désagréables qui lui surviennent tous les jours, pour lui faire contempler le bonheur que je possède dans l'amitié d'une personne de votre mérite, au conseil duquel je puis commettre la conduite de ma vie. Si je la pouvais encore conformer à vos derniers préceptes, il n'y a point de doute que je me guérirais promptement des maladies du corps et des faiblesses de l'esprit. Mais j'avoue que je trouve de la difficulté à séparer des sens et de l'imagination des choses qui sont continuellement représentées par discours et par lettres que je ne saurais éviter sans pécher contre mon devoir. Je considère bien qu'en effaçant de l'idée d'une affaire tout ce qui me la rend fâcheuse, j'en jugerai tout aussi sainement et y trouverai aussitôt les remèdes que je fais avec l'affection que j'y apporte. Mais je ne l'ai jamais su pratiquer qu'après que la passion avait joué son rôle. Il y a quelque chose de surprenant dans les malheurs, quoique prévus.
dont je ne suis maîtresse qu'après un certain temps, auquel mon corps se désordonne si fort qu'il me faut plusieurs mois pour le remettre, qui ne se passe guère sans quelques nouveaux sujets de trouble. Si je pouvais profiter, comme vous faites, de tout ce qui se présente à mes sens, je me divertirais sans le peiner. C'est à cette heure que je sens l'incommodité d'être un peu raisonnable, car si je ne l'étais point du tout, je trouverais des plaisirs communs avec ceux entre lesquels il me faut vivre pour prendre cette médecine avec profit. Et si je l'étais au point que vous l'êtes, je me guérirais comme vous avez fait. Votre très affectionnée amie à vous servir, Elisabeth. J'ai appris avec beaucoup de joie que l'Académie de Grovingen vous a fait justice. Egmont, 1er septembre 1645. Madame, pour ce que l'âge, la naissance et les occupations de votre Altesse ne l'ont pu permettre, peut-être que ce que j'écris pourra servir à vous épargner un peu le temps, et que mes fautes mêmes vous fourniront des occasions pour remarquer la vérité. Comme lorsque j'ai parlé d'une béatitude qui dépend entièrement de notre libre arbitre et que tous les hommes peuvent acquérir sans aucune assistance d'ailleurs, vous remarquerez fort bien qu'il y a des maladies qui, autant le pouvoir de raisonner, ôtent aussi celui de jouir d'une satisfaction d'esprit raisonnable. Et cela m'apprend que ce que j'avais dit, généralement, de tous les hommes, ne doit être entendu que de ceux qui ont l'usage libre de leur raison, et avec ceux-là qui savent le chemin qu'il faut tenir pour parvenir à cette béatitude. Mais la principale différence qui est entre les plaisirs du corps et ceux de l'esprit consiste en ce que le corps étant sujet à un changement perpétuel, et même sa conservation et son bien-être dépendant de ce changement, tous les plaisirs qui le regardent ne durent guère, car ils ne procèdent que de l'acquisition de quelque chose qui est utile au corps, au moment qu'on les reçoit. Et sitôt qu'elles cessent de lui être utiles, ils cessent aussi, au lieu que ceux de l'âme peuvent être immortels comme elle, pourvu qu'ils aient un fondement si solide que ni la connaissance de la vérité ni aucune fausse persuasion ne la détruisent. Et pour ce que celles du corps sont les moindres, on peut dire généralement que sans elles, il y a moyen de se rendre heureux. Toutefois, je ne suis point d'opinion qu'on les doive entièrement mépriser, ni même qu'on doive s'exempter d'avoir des passions. Il suffit qu'on les rende sujettes à la raison. Et lorsqu'on les a ainsi apprivoisées, elles sont quelquefois d'autant plus utiles qu'elles penchent plus vers l'excès. Je n'en aurai jamais de plus excessive que celle qui me porte au respect et à la vénération que je vous dois. Et me fait être, Madame, de votre Altesse, le très humble et très obéissant serviteur. La Haye, 30 novembre 1645. Monsieur Descartes, je croyais qu'une forte résolution de ne chercher la béatitude qu'aux choses qui dépendent de ma volonté me rendrait moins sensible à celles qui me viennent d'ailleurs, avant que la folie d'un de mes frères m'ait fait connaître ma faiblesse. Car elle m'a plus troublé la santé du corps et la tranquillité de l'âme que tous les malheurs qui me sont arrivés. Si vous prenez la peine de lire la Gazette, vous ne sauriez ignorer qu'il est tombé entre les mains d'une certaine sorte de gens qui ont plus de haine pour notre maison que d'affection pour leur culte, et s'est laissé prendre en leur piège jusqu'à changer de religion pour se rendre catholique romain, sans faire la moindre grimace qui pourrait persuader aux plus crédules qu'il y allait de sa conscience. Il faut que je voie une personne que j'aimais avec autant de tendresse que je n'en saurais avoir, abandonnée au mépris du monde et à la perte de son âme, selon ma croyance. Si vous n'aviez plus de charité que de bigoterie, ce serait une impertinence de vous entretenir de cette matière. J'ai de la peine à me persuader que nous avons toujours plus de bien dans la vie que de maux, puisqu'il faut plus composer cela que ceci, que l'homme a plus d'endroits pour recevoir du déplaisir que du plaisir, qu'il y a un nombre infini d'erreurs pour une vérité, tant de moyens de se fourvoyer pour un qui mène le droit chemin, quantité de personnes en dessein et en pouvoir de nuire, pour peu qu'il y ait l'un et l'autre à servir. Enfin, tout ce qui dépend de la volonté et du cours du reste du monde est capable d'incommoder. Et selon votre propre sentiment, il n'y a rien que ce qui dépend absolument de la nôtre, suffisant pour nous donner une satisfaction réelle et constante.
votre très affectionné ami à vous servir, Élisabeth. Egmont, janvier 1646. Madame, je ne puis nier que je n'ai été surpris d'apprendre que votre Altesse ait eu de la fâcherie jusqu'à en être incommodée en sa santé pour une chose que la plus grande part du monde trouvera bonne et que plusieurs fortes raisons peuvent rendre excusable envers les autres. Car tous ceux de la religion dont je suis, qui font sans doute le plus grand nombre dans l'Europe, sont obligés de l'approuver, encore même qu'ils y vissent des circonstances et des motifs apparents qui fussent blâmables. Car nous croyons que Dieu se sert de divers moyens pour attirer les âmes à soi, et que tel est entré dans le cloître avec une mauvaise intention, lequel y a mené par après une vie fort sainte. Pour ce qui regarde la prudence du siècle, il est vrai que ceux qui ont la fortune chez eux ont raison de demeurer tous autour d'elle et de joindre leurs forces ensemble pour empêcher qu'elle n'échappe. Mais ceux de la maison desquels elle est fugitive ne font, ce me semble, point mal de s'accorder à suivre divers chemins, afin que, s'ils ne la peuvent trouver tous, il y en ait au moins quelqu'un qui la rencontre. Ce qui m'empêche de pouvoir imaginer que ceux qui ont été auteurs de ce conseil aient en cela voulu nuire à votre maison. Mais je ne prétends point que mes raisons puissent empêcher le ressentiment de votre Altesse. J'espère seulement que le temps l'aura diminué avant que cette lettre vous soit présentée, et je craindrais de le rafraîchir si je m'étendais davantage sur ce sujet. Ce qui m'a fait dire en ce dernier sens qu'il y a toujours plus de bien que de maux en cette vie, c'est le peu d'état que je crois que nous devons faire de toutes les choses qui sont hors de nous, et qui ne dépendent point de notre libre arbitre, à comparaison de celles qui en dépendent, lesquelles nous pouvons toujours rendre bonnes lorsque nous en savons bien user. Et nous pouvons empêcher, par leurs moyens, que tous les maux qui viennent d'ailleurs, tant grands qu'ils puissent être, n'entrent plus avant en notre âme que la tristesse y excitent les comédiens quand ils représentent devant nous quelques actions fort funestes. Mais j'avoue qu'il faut être fort philosophe pour arriver jusqu'à ce point. La Haye, 25 avril 1646. Monsieur Descartes, le traité que mon frère Philippe a conclu avec la République de Venise m'a fait avoir tout, depuis votre départ, une occupation beaucoup moins agréable que celle que vous m'aviez laissée, touchant une matière qui passe ma science, à laquelle je n'étais appelée que pour suppléer à l'impatience du jeune homme à qui elle s'adressait. Cela m'a empêché jusqu'ici de me prévaloir de la permission que vous m'avez donnée, de vous proposer les obscurités que ma stupidité me fait trouver en votre traité des passions, quoiqu'elles soient en petit nombre, puisqu'il faudrait être impassible pour ne point comprendre que l'ordre, la définition et les distinctions que vous donnez aux passions, et enfin toute la partie morale du traité, passent tout ce qu'on n'a jamais dit sur ce sujet. Lorsque vous parlez des signes extérieurs de ces passions, vous dites que l'admiration, jointe à la joie, fait enfler le poumon à diverses secousses, pour causer le rire. À quoi je vous supplie d'ajouter de quelle façon l'admiration, qui selon votre description, semble n'opérer que sur le cerveau, peut ouvrir si promptement les orifices du cœur pour faire cet effet. Ces passions que vous notez pour cause des soupirs ne semblent pas toujours l'être, puisque la coutume et la réplétion de l'estomac les produisent aussi. Mais je trouve encore moins de difficulté à entendre tout ce que vous dites des passions qu'à pratiquer les remèdes que vous ordonnez contre leurs excès. Car comment prévoir tous les accidents qui peuvent survenir en la vie, qu'il est impossible de nombrer? Berlin, 10 octobre 1646. Monsieur Descartes, vous avez raison de croire que le divertissement que vos lettres m'apportent est différent de celui que j'ai eu au voyage, puisqu'il me donne une satisfaction plus grande et plus durable. Encore que j'ai trouvé en celui-ci toutes celles qui me peuvent donner l'amitié et les caresses de mes proches, je les considère comme choses qui pourraient changer, au lieu que les vérités que celle-là m'apprend laissent des impressions en mon esprit qui contribueront toujours au contentement de ma vie. J'ai ici si peu de loisirs à écrire que je suis contrainte de vous envoyer ce brouillon, où vous pouvez remarquer, à la différence de la plume, toutes les fois que j'ai été interrompue. Mais j'aime mieux paraître devant vous avec toutes mes fautes, que de vous donner sujet de croire que j'ai un vice si éloigné de mon naturel, comme celui d'oublier mes amis en l'absence. Principalement, une personne que je ne saurais cesser d'affectionner
sans cesser d'être aussi raisonnable comme vous, monsieur, à qui je serai toute ma vie, votre très affectionnée amie à vous servir, Élisabeth. Novembre 1646, Madame. Lorsqu'il n'y a point d'objet présent qui offense le sens, ni aucune indisposition dans le corps qui l'incommode, un esprit qui suit la vraie raison peut facilement se contenter. Et il n'est pas besoin pour cela qu'il oublie ni qu'il néglige les choses éloignées. C'est assez qu'il tâche à n'avoir aucune passion pour celles qui lui peuvent déplaire, ce qui ne répugne point à la charité, pour ce qu'on peut souvent mieux trouver des remèdes aux maux qu'on examine sans passion qu'à ceux pour lesquels on est affligé. Mais, comme la santé du corps et la présence des objets agréables aident beaucoup à l'esprit, pour chasser hors de soi toutes les passions qui participent de la tristesse et donner entrée à celles qui participent de la joie, ainsi réciproquement, lorsque l'esprit est plein de joie, cela sert beaucoup à faire que le corps se porte mieux et que les objets présents paraissent plus agréables. Ainsi, j'ose ici exhorter votre Altesse, puisqu'elle se rencontre en un lieu où les objets présents ne lui donnent que de la satisfaction, qu'il lui plaise aussi contribuer du sien, pour tâcher à se rendre contente. Ce qu'elle peut, ce me semble, aisément, en arrêtant son esprit qu'aux choses présentes, et ne pensant jamais aux affaires qu'aux heures où le courrier est près de partir. Egmont, décembre 1646. Madame, je n'ai jamais trouvé de si bonnes nouvelles en aucune des lettres que j'ai eues ici devant l'honneur de recevoir de votre Altesse, que j'ai fait en ces dernières du 29e novembre, car elles me font juger que vous avez maintenant plus de santé et plus de joie que je ne vous en ai vu auparavant, et je crois qu'après la vertu, laquelle ne vous a jamais manqué, ce sont les deux principaux biens qu'on puisse avoir en cette vie. Berlin, 21 février 1647. Monsieur Descartes, j'estime la joie et la santé autant que vous le faites, quoique j'y préfère votre amitié aussi bien que la vertu, puisque c'est principalement de celle-là que je tiens l'une l'autre jointe à la satisfaction d'esprit, qui surpasse encore la joie m'ayant enseigné le moyen d'en avoir. Ma sœur Henriette a été si malade que nous l'avons pensé perdre. C'est ce qui m'a empêché de répondre plus tôt à votre dernière, m'obligeant d'être toujours auprès d'elle. Depuis qu'elle se porte mieux, nous avons été obligés de suivre la reine-mère de Suède, tous les jours en traîneau, et les soirs au festin et au bal, qui sont des divertissements très incommodes à ceux qui s'en peuvent donner de meilleurs, mais qui incommodent moins lorsqu'on le fait pour et avec des personnes desquelles on n'a point sujet de se méfier. C'est pourquoi j'ai plus de complaisance ici que je n'avais à La Haye. Egmont, 10 mai 1647. Madame, n'ayant pas encore tiré toute la satisfaction que je devais avoir des injures que j'ai reçues à Utrecht, je vois qu'elles en attirent d'autres, et qu'il y a une troupe de théologiens, gens d'école, qui semblent avoir fait une ligue ensemble pour tâcher à m'opprimer par calomnie, en sorte que, pendant qu'ils machinent tout ce qu'ils peuvent pour tâcher de me nuire, si je ne veillais aussi pour me défendre, il leur serait aisé de me faire quelque affront. Je ne sais point encore la réponse que j'en aurai, mais selon que je connais l'humeur des personnes de ce pays, et combien ils révèrent non pas la probité et la vertu, mais la barbe, la voix et le sourcil des théologiens, en sorte que ceux qui sont le plus effrontés et qui savent crier le plus haut ont ici le plus de pouvoir, comme ordinairement en tous les États populaires, encore qu'ils aient le moins de raison, je n'en attends que quelques emplâtres qui, n'ôtant point la cause du mal, ne serviront qu'à le rendre plus long et plus important. Au lieu que, de mon côté, je pense être obligé de faire mon mieux pour tirer une entière satisfaction de ces injures, et aussi par même occasion de celle d'Utrecht. Et, en cas que je ne puisse obtenir justice, comme je prévois qu'il sera très malaisé que je l'obtienne, de me retirer tout à fait de mes provinces. Mais pour ce que toutes choses se font ici fort lentement, je m'assure qu'il se passera plus d'un an avant que cela arrive. Crosson, mai 1647. Monsieur Descartes, je croyais bien que cela vous donnerait la même peine qu'a fait la calomnie de l'écolier de Vésius, mais non pas la résolution de quitter la Hollande, comme vous le témoignez en votre lettre du 10e de ce mois, puisqu'il est indigne de vous de céder la place à vos ennemis, et que cela paraîtrait comme une espèce de bannissement qui vous apporterait plus de préjudice que tout ce que messieurs les théologiens peuvent faire contre vous, puisque la calomnie n'est point considérable en un lieu où ceux qui gouvernent ne s'en peuvent exempter eux-mêmes, ni punir ceux qui les font.
Le peuple y paie cette grande contribution pour la seule liberté de la langue, et celle des théologiens étant privilégiée partout, ne saurait recevoir de la restreinte en un État populaire. C'est pourquoi il me semble que vous avez raison d'être content, si vous obtenez ce que vos amis en Hollande vous conseillent de demander. Encore que vous ne deviez point suivre leur avis en la demande, la résolution que vous y avez prise étant mieux séante à un homme libre et assuré de son fait. Mais si vous continuez celle de quitter le pays, je relâcherai aussi celle que j'avais prise d'y retourner. Si les intérêts de ma maison ne m'y rappellent, et attendrai plutôt ici que l'issue des traités de Münster ou quelque autre conjoncture me ramène en ma patrie. La Haye, 6 juin 1647. Madame, on a fait taire les théologiens qui me voulaient nuire, mais en les flattant et en se gardant de les offenser le plus qu'on a pu, ce qu'on attribue maintenant au temps. Mais j'ai peur que ce temps durera toujours. Bien que je ne refuse pas d'y aller, je crois néanmoins que je ne partirai point d'ici que vers le milieu de l'été. Je fais mon compte de passer l'hiver en ce pays-là et de n'en revenir que l'année prochaine. Stockholm, 9 octobre 1649. Madame, étant arrivé depuis 4 ou 5 jours à Stockholm, l'une des premières choses que j'estime appartenir à mon devoir est de renouveler les offres de mon très humble service à votre Altesse, afin qu'elle puisse connaître que le changement d'air et de pays ne peut rien changer ni diminuer de ma dévotion et de mon zèle. Après tout, néanmoins, encore que j'ai une très grande vénération pour Sa Majesté, je ne crois pas que rien soit capable de me retenir en ce pays plus longtemps que jusqu'à l'été prochain. Mais je ne puis absolument répondre de l'avenir.